On poursuit ce Lex Inside, on va parler des 10 ans du CPF et on va envisager les objectifs pour l'avenir avec mon invité Maxime Seynaud, associé au sein du cabinet Veillejourde. Maxime, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter le CPF? Oui, bien sûr. Le CPF est un dispositif qui a fait suite au DIF, le droit individuel à la formation, qui a été créé il y a une dizaine d'années. Le ministère du Travail a d'ailleurs organisé en novembre 2024 une grande cérémonie pour les 10 ans du CPF, le compte professionnel de formation. C'est un mécanisme qui permet à chaque salarié, et dans une certaine mesure également aux indépendants, de bénéficier d'un compte sur lequel on met de l'argent. Alors c'est principalement abondé par l'employeur, mais pas exclusivement, pour que chaque salarié ou indépendant puisse se former en allant voir un organisme de formation qui est agréé sur une plateforme qui s'appelle EDOF, qui est gérée, qui est pilotée par la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, en allant voir cet organisme de formation qui organise une formation qui doit respecter certaines conditions que je vais expliquer dans un instant, eh bien l'organisme de formation est payé directement par la Caisse. Quelles sont les conditions que doit respecter l'organisme de formation pour que sa formation figure sur la plateforme EDOF? Eh bien, il doit s'agir une formation qui respecte certains critères de qualité. Par exemple, il faut respecter ce qu'on appelle le Calliope, le référentiel national de qualité. Il faut également proposer des formations qui sont certifiantes, c'est-à-dire des formations qui sont globalement enregistrées au RNCP, le registre national des certifications professionnelles. Voilà en un mot ce qu'est le compte professionnel de formation. C'est le successeur du DIF, le droit individuel à la formation. Et on observe que depuis une dizaine d'années, le CPF a eu une approche tout à fait galopante. C'est-à-dire qu'on a mis dans le CPF, au gré des réformes successives, et il y a une réforme très importante qui est celle de la loi du 5 septembre 2018 pour le libre choix de son avenir professionnel, qui a libéralisé la formation professionnelle. Au gré des différentes réformes, on a ajouté dans le CPF différents dispositifs qui initialement ressemblaient à du DIF, mais qui n'étaient pas véritablement du CPF. Je pense par exemple au DIF élu, le droit individuel à la formation des élus, qui a donné lieu à plusieurs rapports de l'inspection générale des finances et de l'IGAS, notamment au début des années 2020. Et donc le législateur s'est dit que puisque le CPF marchait bien, autant ajouter tout un tas de dispositifs qu'on a, si vous me passez l'expression, CPFisés. Alors le compte professionnel de formation a célébré ses 10 ans en 2024. Quel bilan tirez-vous de ce dispositif ? Alors effectivement, après 10 ans, on commence à avoir un petit peu plus de recul. Alors on avait déjà l'expérience de ce qu'était le droit individuel à la formation, mais ce qui est très intéressant avec la création du CPF, c'est qu'en réalité, on a créé un marché. On a créé un nouveau marché de la formation professionnelle avec ses propres règles, avec ses emprunts à certains dispositifs juridiques, mais également avec la création de nouveaux dispositifs, puisque comme le CPF est piloté par la Caisse des dépôts et consignations, il est donc parfaitement régulé. Enfin, quand je dis parfaitement, je veux dire qu'il est très sensiblement et très lourdement régulé. Et donc, l'administration déploie des règles de droit administratif, mais en empruntant également des règles issues du droit privé. Je vais en parler dans un instant. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est un bilan dans une partie métier très positif, puisqu'on a libéralisé l'accès à la formation professionnelle. En substance, ça signifie que chaque salarié, et dans une certaine mesure les indépendants, peuvent se former quasiment gratuitement. Je dis bien quasiment gratuitement parce qu'une des réformes récentes a été la création du ticket modérateur. On souhaite que le stagiaire de la formation professionnelle participe également au financement de sa formation professionnelle. Le ticket modérateur pour 2025 est d'un montant tout à fait raisonnable parce qu'on parle d'une centaine d'euros. Ça a été créé pour éviter les désistements qui se développaient et qui se multipliaient malheureusement. Donc c'est un bilan dans une partie métier assez positif, et d'un point de vue juridique, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui, dans une approche juridique, on voit qu'on a, je le disais, créé un nouvel écosystème avec ses propres règles. Il y a par exemple, chaque année, en fin d'année, des décrets, enfin je dis chaque année, en fait c'était fin 2023 et également fin 2024, je ne sais pas à partir de quand c'est coutume, mais en tout état de cause, ça fait 2 années de suite qu'à fin décembre, nous avons des décrets qui ajoutent de nouvelles règles au régime du CPF. Par exemple, en 2023, on a interdit la sous-traitance en cascade des organismes de formation. On a imposé que les sous-traitants disposent d'un contrat écrit. On a imposé que les sous-traitants aient ce qu'on appelle le NDA, le numéro de déclaration d'activité. L'idée, c'était un peu de mieux encadrer les activités de formation parce qu'il y avait certains abus.
Je dirais pas que c'est parce qu'il y avait certains abus, je dirais plutôt que c'est comme on mobilise des deniers publics, puisque tout ça est piloté par la Caisse, comme on a de bout en bout des subsides qui ont vocation à financer la formation professionnelle pour le compte de tiers, eh bien la Caisse veut vérifier l'utilisation des fonds. C'est-à-dire qu'en fait, la Caisse veut vérifier que de bout en bout, on puisse retracer à la fois qui est à l'origine de la contractualisation avec le stagiaire de la formation professionnelle, mais également en bout de ligne, qui a réalisé certains aspects de l'action de formation. Et ce qui est très intéressant, je le disais à l'instant, c'est qu'on a emprunté des règles à d'autres corpus juridiques, puisque dans la sous-traitance, dans le CPF, on fait application des règles de la sous-traitance en regardant les règles de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance en matière de travaux publics. On a également intégré le concept de co-traitance. Lorsque plusieurs organismes de formation se réunissent pour déployer ensemble des actions de formation, on fait application quasiment des règles du droit de la commande publique applicables à la sous-traitance. Et on le voit d'une autre manière, il y a aujourd'hui des marchés publics. C'est pour ça que je disais que c'est un vrai écosystème juridique qu'on a créé. Il y a même des marchés publics de CPF aujourd'hui. Par exemple, France Travail va, de manière assez régulière, se servir auprès d'organismes de formation en passant des marchés publics pour de la fourniture de prestations de CPF, ce qui était assez inenvisageable il y a quelques années. Donc vous l'avez dit, le CPF a contribué à créer un marché de la formation professionnelle, mais comment a-t-il démocratisé l'accès à la formation professionnelle ? De manière assez simple, en fait, tout salarié dispose avec son identifiant, son numéro fiscal, de la possibilité de se connecter à moncompteformation.fr. Il voit le montant qui figure sur son compte formation. Il dispose du catalogue EDOF, c'est-à-dire de l'ensemble des organismes de formation qui sont référencés. Et donc sont référencés sur EDOF des formations qui sont éligibles au CPF. Il les choisit. Il contractualise avec l'organisme de formation qui respecte les règles posées par la Caisse des dépôts et consignations, et ensuite il a accès à sa formation. Donc on a, alors il doit évidemment modulo payer le ticket modérateur, mais en réalité il y a une transparence quasiment absolue. Il suffit de se connecter sur moncompteformation.fr pour avoir accès à tout un catalogue et cliquer sur quelques boutons pour signer un contrat. Quelles sont les principales évolutions qui sont envisagées pour le CPF dans les années à venir ? Alors, on a la question de l'évolution du ticket modérateur. Bon, maintenant, on sait qu'il y a un principe qui est l'introduction d'un ticket modérateur. La seule question qu'il faudra se poser, c'est son montant et l'évolution de son montant. Ce qu'on voit, c'est une vraie, je dirais pas une révolution, mais c'est un vrai changement qui est intervenu depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. C'est l'augmentation des contrôles de la part de la Caisse. La Caisse vient vérifier le service fait, c'est-à-dire que la Caisse, par définition, ne peut payer que lorsque la prestation a été réalisée et correctement réalisée. Donc elle vient vérifier le degré de réalisation, la mise en place des obligations qui découlent des conditions générales posées par la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'en fait, pour être agréé en tant qu'organisme de formation, vous devez accepter les conditions générales. Donc on a un premier sujet sur le développement des contrôles et en particulier le contrôle de service fait. Ça pose une question adjacente qui est la façon dont les contrôles se réalisent, puisque ce sont des contrôles administratifs. Donc là, on fait application de toutes les règles sur les contrôles administratifs, c'est-à-dire le contradictoire, le droit de se taire, la possibilité de contester les décisions, la possibilité d'être entendu, etc. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est celui de la co-construction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer le contenu des formations en faisant intervenir les branches, en faisant intervenir les financeurs, en faisant intervenir également les entreprises, puisque les entreprises ont évidemment intérêt à former leurs salariés et éventuellement à le faire financer par le CPF. Donc, quelle peut être leur position? Donc, je dirais que les évolutions sont celles-ci. Et on aura fin décembre 2025 le fameux décret de fin d'année, comme on a eu fin décembre 2024 un décret qui a permis de mettre en place ce qu'on appelle le SI-CPF, Système d'information CPF, qui permet à la Caisse de retracer l'ensemble des événements indésirables, malheureusement, qui concernent chaque organisme de formation pour faire une forme de, si vous me passez l'expression, casier judiciaire de chaque organisme de formation. On va conclure là-dessus, on va suivre tout ça de près. Merci Maxime Seynaud d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet Veille-Jourde. Absolument. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de la prime de partage de la valeur.